Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission, vous le savez, est en direct chaque dimanche à partir de 11 h. Elle permet aux journalistes qui traitent l'actualité au quotidien de jeter un regard critique sur cette même actualité à travers des commentaires, des analyses et des décryptages des grands sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale au cours de la semaine. Pour ce dimanche, plusieurs sujets nous intéressent. Il s'agit de la révocation des 10 agents de la garde de sécurité pénitentiaire. Nous parlerons de la grève générale annoncée par la CGTB et la CCVC pour protester contre la hausse du prix du carburant. Nous dirons un mot sur la conférence du MCP qui annonce pour bientôt le retour de Yacouba Isaac Zida au Burkina. Nous parlerons de l'inauguration de l'échangeur du Nord. Et enfin, nous parlerons de la République démocratique du Congo avec le retrait de Tshisekedi et de Kaméré de l'accord de Genève pour une candidature unique de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre prochain. Alors pour discuter de tous ces points de l'actualité, je suis en compagnie de 4 confrères de la presse nationale. Il s'agit de Maourou Kanazoé, journaliste indépendant. Bonjour. Bonjour. Nous avons avec nous Dieudonné Zungrana de Aujourd'hui au Faso. Bonjour. Bonjour. Juvenal Sommet de Infowakat.net est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Et enfin, autour de la table, Zoubaviel David Dabiré de la télévision du Burkina. Bonjour. Bonjour Sagno, bonjour à tous. Merci à tous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors le Conseil des ministres du mercredi passé a décidé de la révocation de 10 membres de la garde de sécurité pénitentiaire. Il leur est reproché la commission de fautes d'extrême gravité et cette faute a été commise le 1er novembre 2008 dans le cadre donc de leur grève entamée depuis le 22 octobre dernier. Des éléments de la garde de sécurité pénitentiaire se sont rendus au domicile du ministre en charge de la justice René Bagoro et ont désarmé les éléments en faction. Alors, chers confrères, quel commentaire vous inspire la décision du Conseil des ministres de révoquer ces éléments qui se sont rendus coupables de cet acte? Oui, Kanazoé. Alors, selon le Conseil des ministres, il y a eu violation des textes flagrante, faute grave, faute lourde. Donc la sanction qui devait tomber est tombée. Alors, ça m'inspire plusieurs questionnements. C'est d'abord le fait qu'effectivement les gardes de sécurité pénitentiaire sont soumis à une forte tension quand même ces dernières années, du fait de beaucoup de problèmes au niveau des prisons, surcharge, surpopulation carcérale, et puis la montée en puissance aussi du type de banditisme. On a même atteint le niveau des terroristes. Donc ils ont aussi beaucoup de travail, beaucoup de charges de travail qui nécessitent quand même une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ça, tout le monde en convient. D'autant qu'au niveau de la chaîne judiciaire, on a vu que les magistrats ont été quand même gratifiés de beaucoup d'avantages. Et donc ils sont en droit de demander notamment, surtout on a dû adopter leur statut qui a été adopté par le gouvernement, mais qui n'est pas entré en vigueur. Donc, tout cela mis ensemble, vous conviendrez avec moi qu'ils ont des raisons de manifester quelques signes d'impatience et d'inquiétude. Mais fallait-il pour autant aller jusqu'à l'acte qu'ils ont posé? Je crois que non. Et c'est ça qui est le problème. Et donc, il faut qu'on sache ce qu'on veut aussi dans ce pays quand des décisions sont prises. On dit, l'État n'a pas d'autorité, l'autorité a foutu le camp, permettez-moi l'expression. Malheureusement, c'est arrivé. Je crois qu'il faudra que peut-être ils fassent recours au droit, c'est la justice. Si ça leur convient, s'ils estiment qu'ils ont été brimés dans leurs droits, il y a heureusement aujourd'hui des possibilités de recours. On l'a vu avec la mairie de... Alors, il y a des personnes qui pensent peut-être que le gouvernement a eu la main assez lourde. Moi, je crois que c'est d'abord un message très clair et très fort. Parce que les gardes de sécurité pénitentiaire font partie quand même des structures paramilitaires. Donc, c'est la discipline est d'abord la première des choses à leur niveau, à respecter à leur niveau. Et si ce n'est pas le cas, on ne peut pas demander aux civils et même aux prisonniers qu'ils gardent d'être corrects.
Donc moi, je crois qu'il n'y a pas de main lourde. Et le droit est là et les institutions judiciaires sont là pour trancher. Si ce n'est pas le cas, si l'État a effectivement eu la main lourde, bon, on peut voir ce qui va se passer. Je crois que le recours aux institutions judiciaires est une possibilité qui est offerte. D'accord, oui. Alors, Zoungrana, quelle lecture vous faites en tout cas de cette sanction? Bon, je ne sais pas, j'ai écouté le secrétaire général du syndicat national des agents de la garde pénitentiaire, M. Abdoudraman Tombiano. J'ai écouté aussi le directeur de la garde de sécurité pénitentiaire. Alors, bon, j'ai écouté aussi le garde des Sceaux. Alors, quand on jauge un peu les propos de ces trois personnalités, c'est vrai, quand on regarde effectivement la garde de sécurité pénitentiaire, ils font quand même un travail qui au niveau de la chaîne juridictionnelle, est très important. Vous savez que si un procureur décerne un mandat de dépôt et qu'il n'y a pas un GSP pour amener le prisonnier dans une maison d'arrêt, c'est-à-dire l'ordre ne sera pas exécuté. Mais je pense qu'il y a quand même, comme l'a dit le ministre garde des Sceaux a indexé quand même 2 griefs ou 3. C'est-à-dire qu'il y a l'article quand même 61 de la loi régissant ce corps qui a été violé et l'article 154 alinéa 2 aussi qui a été violé par ce corps. Et je crois quand même que bon, le sacrilège quand même c'est aller jusqu'à... Parce que quand j'écoute le secrétaire général des GSP là, il dit qu'ils sont allés au domicile du ministre Bagoro pour en fait récupérer des armes que les agents qui gardent le domicile du ministère gardaient par devers eux pour les déposer. Mais ils sont allés même jusqu'à détruire le hangar qui est là. Bon, il y a ça. Qu'ils fassent un boulot contraignant, qu'ils veuillent qu'on satisfasse leur plateforme minimale. Tout ça, c'est de bonne guerre, c'est normal, c'est revendication. Mais il faut aussi en finir avec le nihilisme syndical. En français facile, comme on dit que je suis dans l'agromologie, en français facile, je veux dire il faut mettre fin quand même à cet arbitraire dans les syndicats. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit sur ce même plateau, on a connu des syndicats responsables. C'est-à-dire la grève, c'est le dernier recours. C'est-à-dire quand on grève là, c'est-à-dire on a épuisé tous les recours. Or maintenant, c'est la première arme. C'est la première arme. Et d'autant plus qu'ici, quand même, quand on analyse, sous réserve vraiment qu'on prouve le contraire, quand même, le syndicat là est un peu fautif parce que c'est quoi? Ils ont pris le bâton de commandement. Le 13, déjà, bon, théoriquement, le nouveau bureau était là. Et c'est le 22 qu'ils ont lancé des SMS pour commencer à débrayer. Or, ils devaient prendre fonction le 23 octobre. Ça veut dire avant même d'être officiellement un bureau reconnu légal, ils ont déjà lancé la grève. Je finis. Donc déjà ici, ils sont dans l'illégalité. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui urgeait tellement. Il faut quand même attendre de prendre fonction, même si c'est 2 ou 3 jours après, on pouvait lancer cette grève. Or, ils l'ont lancé même avant de prendre fonction. Tout ça, ça frise un peu la frilosité. D'accord. Alors donc vous comprenez un peu la décision du gouvernement? Oui, je rejoins en partie ce que dit Maurou. Ils sont sous pression, ils sont stressés, les GSP, mais je crois que le Rubicon qu'ils ont franchi en allant quand même sur le garde des Sceaux et en ne respectant pas les textes, eux qui sont des corps paramilitaires, parce que ce qui fait la force de ce chemin des corps habillés, c'est le respect quand même des textes. Si eux-mêmes ils le font au pied, alors on va écouter Zoubaviel sur la question. Oui, moi je pense que, bon, en fait, on fait une interprétation un peu trop, j'allais dire superficielle, de la situation qu'on a connue. D'abord, la première des choses, quand j'ai écouté le garde des Sceaux sur le plateau de la télévision, j'ai été sidéré par les incohérences même de ces développements. D'abord, vous dites que c'est un syndicat, un bureau qui est illégal parce qu'il n'avait pas encore pris fonction, mais en même temps, vous l'avez reçu. Vous avez même permis à ce bureau-là de rencontrer des membres du ministère de l'économie et des finances pour discuter des questions entrant dans le cadre de cette relecture de la loi. Voilà. J'ai trouvé que d'abord, c'était une incohérence. Et la deuxième des choses, c'est quoi? Moi, jusque-là, je pense que c'est un peu, ça procède d'une stratégie du gouvernement de faire en sorte que le gouvernement s'attaque plus à l'homme qu'à la proie. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Ça rentre dans le cadre du décret
de la grève du 29, selon moi. On a dit qu'on a augmenté le prix du carburant. Les syndicats, et il y a un certain nombre de lois liberticides selon les syndicats qui sont sur la table du gouvernement. Aujourd'hui, ils ont décidé de prendre leurs responsabilités en allant en grève à partir du 29. Alors, le gouvernement, pour les distraire, prend une mesure de sorte à les faire oublier le premier pan de leur grève et de s'adonner à ça, la révocation des 10. Sinon, pour moi, je pense que ici, comme Marou l'a dit, il y a les voies de recours qui sont là. Il y a le tribunal administratif qui est là. Il y a aussi la grâce qu'ils peuvent demander s'ils estiment que ils veulent encore, ils sont déboutés peut-être par le tribunal, ils peuvent demander une grâce au niveau du Conseil des ministres pour être... Mais je pense que tout ça procède d'une stratégie. Je ne pense pas que le gouvernement, même aujourd'hui, s'inscrit dans cette logique-là, dans la mesure où lui-même clame à tue-tête qu'il faut... Alors, donc, pour ne pas vous couper, à la fin donc, du Conseil des ministres qui a décidé de cette révocation, le ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement, a indiqué que la garde de sécurité pénitentiaire n'a pas le droit de grève, même si elle a le droit de se regrouper en syndicat. Oui, je comprends. Mais ici, quand on dit le contexte actuel, je pense que autant le grand Zungrana dit que le gouvernement, les syndicats, aujourd'hui, la grève est le premier mot qu'on lance, au lieu d'être le dernier recours. Autant le gouvernement aussi, ici, dans ce cas précis-là, n'a pas cherché à résoudre la question d'une autre façon que de révoquer. Et même là, les préoccupations posées par les gars de sécurité pénitentiaire, ce sont des préoccupations légitimes. Et ce qui s'est passé, ce n'est pas la première fois que ça arrive au Burkina Faso. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, les gouvernants eux-mêmes ne prennent pas la mesure des problèmes jusqu'à ce que ça dégénère. Vous vous souvenez que la police aussi était un peu dans cette configuration il n'y a pas si longtemps. En 2011, on a connu la même situation. Et peut-être qu'après, ça reviendra. Pourquoi? Parce que des textes sont votés dans ce pays, mais ne sont jamais mis en œuvre. Chaque fois, tant que ça ne va pas vers la violence, le gouvernement ne prend pas ces mesures-là. Et pour digresser un peu sur la question, je vous prends par exemple la question sur la société d'État, les médias des services publics qui sont érigés en société d'État. Depuis 2015, la loi est votée. Et jusqu'à aujourd'hui, ce sont des rencontres à Oui, donc ça c'est vraiment une digression. On va rester donc... Jusqu'à ce qu'un jour, tout le monde s'énerve et on va dire que bon, les journalistes là, ils commencent à déconner. L'État ne respecte pas ses engagements. On va écouter donc Sommet sur la question. Vous avez écouté les différents avis. Alors, oui, quel est votre point de vue sur la question? J'ai deux observations. La première de forme et la deuxième de fond. Du point de vue de la forme, la sanction est lourde. Vous avez posé la question de savoir comment nous apprécions évidemment cette sanction. Elle est extrêmement lourde parce que révoquer un agent évidemment de la fonction publique ou même qu'il soit du privé ou de la fonction publique évidemment, ça veut dire que on le met à la porte. Et évidemment, c'est une sanction extrêmement lourde. Le gouvernement a donné les éléments de motivation par rapport à la prise de cette sanction. On l'appréciera. En tout cas, chacun est libre évidemment d'en tirer un certain nombre d'éléments d'appréciation. Du point de vue du fond, par contre, je trouve que ça ne résout pas le problème. Voilà, parce que l'action évidemment de ces gars de sécurité pénitentiaire, fut-elle condamnable, évidemment, elle répond elle intervient dans un contexte de crise, finalement, qui les a obligés, en tout cas selon leur entendement, évidemment, à poser ces actes. Mais est-ce que le gouvernement, en les révoquant, pense avoir résolu le problème? Là est la question. Et là, je ne suis pas sûr qu'on ait évidemment la solution idoine. Je pense qu'encore une fois qu'on déplace le problème au lieu de le résoudre. Et de ce point de vue, je pense qu'il y avait, de mon point de vue, mieux à faire que de les révoquer purement et simplement de cette manière, parce que, de mon point de vue, on n'apporte pas la réponse à la crise qui elle-même a engendré ces comportements. Oui, Dieudonné. Oui, je pense aussi que, si on veut aller même plus loin, Zubaviel disait qu'effectivement, souvent, il y a des problèmes qui sont là. Le problème est là, connu. On attend que ça dégénère avant de réagir. Ça aussi, c'est vraiment déployable parce qu'il y a des moments où il faut embrayer au cas de tout.
Bon, dans le cas d'espèce, quand on écoute le gouvernement, on dit non, il y a eu, et même le directeur des GSP, il semble qu'il y a eu des lettres d'explication qui ont été envoyées aux sanctionnés pour que, en tout cas, des mises pour s'expliquer. Des lettres qui sont restées sans réponse. Bon, je pense que quand même, quand on vous donne une lettre d'explication, vous devez répondre pour dire voilà, quitte à ce qu'on ne vous donne pas raison. Donc, il y a ça. Mais effectivement, aujourd'hui, bon, le gouvernement, bon, finalement, souvent, on se demande que veulent les Burkinabés. Quand on ne sanctionne pas, on dit non, vraiment, le gouvernement est faible, chose. Quand on sanctionne aussi, donc vous voyez, et souvent c'est à nous les journalistes qu'on jette en pâture. Tu dis, tu te prolonges, on dit, ah non, mais finalement les Burkinabés veulent quoi? C'est ça, on a vu des cas ici aussi où on a dit, il y a la chienlit, le gouvernement est resté chaud, il est... Et quand le gouvernement, donc finalement c'est quoi? On veut maintenant manger le piment dans notre bouche. On dit, donc c'est ça. Mais au demeurant, je reviens Juvénal en disant que le problème demeure parce que on a aujourd'hui un problème conjoncturel grave parce que les GSP refusent aujourd'hui d'amener les nouveaux détenus. Ça pose un problème. Ils ne veulent plus aussi garder et assurer la sécurité des maisons d'arrêt. Ça, c'est ça. Et ils ne veulent pas aussi que les nouveaux détenus qui sont dans les commissariats et la gendarmerie, finalement, on fait quoi? Donc, il y a un problème conjoncturel urgent qu'il faut résoudre. Et là, le gouvernement doit réagir rapidement. D'accord. Voilà, je suis d'accord en partie avec Dieudonné Zoungrana parce que on doit reconnaître qu'il y a eu un manque de coordination dans ces mouvements d'humeur. Jusqu'à le faire, on reconnaît tout ce qu'il y a relativement une faute qui a été posée. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas faire une mise à pied? Une mise à pied, c'était possible. Ça fait partie du dispositif, comme on appelle, législatif. On pouvait, les lettres d'explication, ils n'ont pas répondu à ça. Il y a un certain nombre de choses, d'instruments de répression qu'on pouvait expérimenter avant d'arriver à cette sanction extrême. Et là où je rejoins aussi Juvénal pour dire que le problème est déplacé. Aujourd'hui, ils ont débraillé. C'est la gendarmerie qui prend garde au niveau des prisons. Il y a un problème qui se pose même entre les corps. Vous avez des corps des gens qui sont en armes. Vous dites que non, l'un va suppléer l'autre parce que, et même qu'il y a eu des violences. Ça a été dit aussi. Donc tout ça, ça crée une ambiance. D'abord, nous sommes dans un contexte d'insécurité. Vous opposez encore des forces qui étaient censées déployer leurs énergies sur d'autres terrains et d'opérations. Alors ça crée vraiment une chienlit à la tête de l'État et on ne sait pas jusqu'à où tout ça va nous conduire. Donc pour moi, de toutes les façons, pour une question même de préservation du climat social, d'apaisement du climat social, il faut qu'on les réintègre. Le gouvernement sera obligé de le faire d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on les réintègre. Mais c'est un précédent grave parce que ça radicalise les positions. Okay. Aujourd'hui, tout le monde va se dire que bon, si pour un rien, on peut aller en conseil des ministres et dire que bon, je suis révoqué, parce que le gouvernement, c'est l'employeur des travailleurs du service public. Et ils sont les seuls à aller s'asseoir sans une autre partie pour juger de la faute et de dire qu'elle est grave. Ça voudrait dire qu'on peut interpréter, votre patron peut interpréter votre faute comme il entend, dire que c'est grave et vous licencier. Ça pose un problème et ça va radicaliser les positions. D'accord. Alors, on rappelle au passage que le bureau du syndicat même a été, les activités en tout cas, ont été... Donc, et on rappelle aussi, les activités juridictionnelles sont quasiment au point mort. Voilà, justement. Alors, Maourou, une réaction avant qu'on passe à autre chose. Il y a qu'est-ce qu'on peut dire? On est dans une situation effectivement de crise qui est là et il va falloir trouver une solution à tout ça. Vous pensez, comme ce que Zoubaviel a dit, que le gouvernement sera obligé de les réintégrer? Non, je ne suis pas de cet avis. Je suis pour peut-être des négociations avec... il y avait un syndicat déjà de la garde de sécurité pénitentiaire qui travaillait et donc il faut peut-être engager des discussions et mettre en œuvre les promesses que le gouvernement avait faites à leur endroit, c'est tout. Et il faut vraiment aussi que... Bon, on dit qu'on est dans un état de droit. Bon, il faut que de part et d'autre, le gouvernement et les autres aussi respectent. Sinon, à chaque fois, bon, on est confronté à ce genre de problème et chaque fois, c'est des personnalités morales qui sont les derniers recours. On va encore courir tout de suite sur le Moro Naba pour dire, voilà, il faut intercéder, il faut... Et chaque fois, c'est le même scénario. Bon, il faut quand même quitter dans ça et laisser quand même le Moro Naba tranquille. Hein? D'accord. Un dernier mot sur le sujet. Non, je pense que le gouvernement a pris la sanction extrême. Donc, de mon point de vue, revenir en arrière
va être difficile. Voilà pourquoi dans ce Mais genre... en 2011, ça s'est fait. Oui, Rappelons qu'en oui, 2011, on a sanctionné l'infirmier et le gouvernement est revenu là-dessus sous la pression. C'est parce que son corps, justement, à l'époque, je me rappelle même qu'à l'Assemblée, à l'époque, le Premier ministre Tertus a dit qu'ils ne vont pas revenir là-dessus. Mais finalement, le gouvernement a fait rétro-pédalage parce que le corps de la santé est resté en bloc derrière l'infirmier et finalement le gouvernement qui a reculé. Oui, voilà pourquoi, dans ce genre de crise, il faut éviter la logique des extrêmes. Voilà. Aussi bien du point de vue des syndicats que du point de vue de l'administration. Parce qu'une fois qu'on a atteint ce niveau, comme vous l'avez dit, c'est difficile. Parce que si le gouvernement revient en arrière, évidemment, il perd en termes d'image et de crédibilité. Évidemment, c'est lui qui perd. S'il refuse de les réintégrer, évidemment, je vois mal comment les syndicats, les éléments en question ne feraient pas bloc derrière leurs éléments. Donc, finalement, on est dans une logique des extrêmes qui risque de se poursuivre et personne n'y gagne. Voilà pourquoi, à mon avis, dans ce genre de situation, il aurait fallu privilégier un certain nombre d'éléments pour éviter finalement d'arriver à une situation de blocage total où on est présentement. Et je ne crois pas que les gendarmes qui sont réquisitionnés vont résoudre le problème qui est posé. Donc, à mon avis, on est parti encore pour évidemment une crise qui va encore durer et je ne sais pas... un déplacement des problèmes. Voilà. Alors donc on va poursuivre parce que selon en tout cas la Confédération Générale des Travailleurs du Burkina, cette révocation des agents de la GSP est une volonté du gouvernement, en tout cas de restreindre les libertés syndicales. On va rester donc avec la CGTB qui a animé une conférence de presse pour annoncer alors qu'elle décrète le 29 novembre prochain, une grève générale pour protester contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Elle est accompagnée en tout cas dans cette initiative par la CCVC, la Coalition nationale de lutte contre la vie chère. Alors, on peut dire peut-être que c'est une grève qui, plus ou moins, était attendue puisque dès le lendemain, en tout cas, de l'augmentation du prix à la pompe, des annonces avaient déjà été faites. Sommet. Oui, tout à fait. Ce n'est pas une surprise en soi. Je pense que l'augmentation du prix du carburant, c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, évidemment. Sinon, depuis longtemps, on voyait venir les tensions entre, évidemment, le mouvement syndical et le gouvernement parce qu'il y a un certain nombre d'acquis sociaux que, évidemment, les syndicats estiment être remis en cause. Et de ce point de vue, quand vous ajoutez à ça la paupérisation grandissante, évidemment les difficultés de l'économie à redémarrer, l'insécurité, donc le mouvement syndical évidemment se saisit évidemment d'un élément qui est en l'occurrence évidemment l'augmentation du prix des carburants pour repartir évidemment à la bataille contre le gouvernement. Donc ce n'est pas une surprise en soi. Je pense que le gouvernement a donné au mouvement syndical, évidemment, les verges pour se faire fouetter parce que, évidemment, je ne vois pas dans ce contexte comment les syndicats auraient pu ne pas se saisir, évidemment, de cette opportunité pour, évidemment, soigner le rassemblement des troupes. Oui, Zungrana. Oui, bon, je peux comprendre que c'est une brèche qu'a ouvert le gouvernement dans laquelle s'est engouffré la CGTB et puis la CCVC, parce que quand même, il faut reconnaître que 75 francs d'augmentation, c'est du jamais vu. Même au cours de long règne de l'ancien gouvernement, l'ancien régime, je crois qu'on était autour de 50, La plus forte valse des étiquettes, c'était 50 francs. Or, ça, on est à 75. Bon, évidemment, on a écouté le gouvernement, c'était intenable parce que si on regarde la subvention confondue, que ce soit l'hydrocarbure, le gaz et tout, on est autour de 24 milliards par an. C'est intenable, mais est-ce qu'il fallait vraiment... Moi, je pensais qu'il fallait peut-être aller... Bon, crescendo, petit à petit, mais du coup comme ça, parce qu'aujourd'hui, les Burkinabés ont de sérieux problèmes. Voilà, on le sait, nous tous, à notre petit niveau, on est des petits chefs d'entreprise, les factures ne sont pas payées à temps. Or, vous savez qu'une facture qui n'est pas payée à temps, l'impact est désastreux. Parce que quand on doit vous payer dans un mois, on met 2 mois, 3 mois, 6 mois, voire 1 an, je ne vous dis pas l'impact. Alors, donc les Burkinabés ont ce problème. On sait aussi les salaires, ce que ça vaut ici. Et quand on nous dit que ça ne va pas impacter sur d'autres choses, d'autres prix,
ce n'est pas vrai. Les transporteurs, ils n'attendaient que ça. Vous allez voir que d'ici 1-2 mois, pour aller à Koutougou, à Bobo, vous allez voir qu'il y a un petit rajout. Donc, bon, moi, je pense que peut-être que le gouvernement dit que c'était capital pour l'économie nationale, pour la survie. C'est vrai que quand on regarde vraiment, l'hydrocarbure est subventionné. Et vu l'augmentation du prix du baril, j'ai vu que l'Arabie Saoudite a dit même qu'ils vont un peu diminuer la production parce qu'ils voient qu'il y a cette inflation. Mais est-ce qu'il ne fallait pas trouver une solution médiane? Parce que 75% comme ça, 75 francs, CFA d'augmentation, bon, la CGTB est dans son rôle parce que, bon, il faut quand même montrer son mécontentement. Bon, je ne sais pas si ça va résoudre le problème, mais il faut, c'est une façon aussi de mettre la pression. Est-ce que la CGTB pourra peut-être à contraindre en tout cas le gouvernement à revenir sur les prix? Il ne s'agit pas ici de faire du folklore. La grève est dans l'air du temps. Si vous voyez même en France, où il y a eu cette inflation aussi du prix des hydrocarbures, il y a eu le mouvement des gilets jaunes qui était dans les rues. Et voilà, tout le week-end, il y a les bonnets rouges, il y a les black blocs qui sont là, qui cassent tout. Et on a dit à un moment donné, il y a une sorte d'étude macroéconomique qui a montré que bon, le pouvoir d'achat des Français a accru ces 2 dernières années. Mais tout le monde se plaint parce que au contact, à l'épreuve du terrain, ça ne va pas. Donc, au Burkina Faso, nous sommes dans un contexte où aussi nous vivons la même crise. La CGTB, d'abord pour des raisons qui sont évidentes à ses yeux. D'abord, il y a eu ce qu'elle appelait la violation du droit de grève, le fait qu'on ait dit aux gens de ne plus manifester et dans l'enceinte du service et dans les devantures. La question avait été posée depuis lors. La question avait été déjà posée. Il y a eu la mise à plat des salaires et les textes qui doivent accompagner la mise en cause de certains acquis, ce qu'elle a appelé des acquis. Et maintenant, aujourd'hui, le prix de l'hydrocarbure qui joue sur toute la chaîne de dépenses du citoyen, c'est-à-dire que les transports vont augmenter, les prix, il y aurait une inflation de tous les prix à tous les niveaux. Alors, c'est une organisation qui est dans son rôle, parce qu'ici, il s'agit de défendre, c'est une question de survie. Et comme c'est une organisation qui défend les travailleurs, je me dis que c'est une grève qui se justifie quand même, qui se justifie parce que si c'était un cas isolé dans le monde, on aurait pu dire que bon, voilà, c'est vraiment quelque chose à la burkinabé, mais on l'a vu même dans l'Hexagone aussi. Tout le monde se plaint de cette inflation. Donc ne dites pas que, et même qu'aujourd'hui, elle a demandé à ce que les comptes de la Sonabi soient audités. Je me dis que si le gouvernement même faisait preuve d'une certaine honnêteté intellectuelle dans la gestion, une certaine sainteté dans la gestion, c'était aujourd'hui, comme on appelle, une balle à prendre, l'occasion quand même de montrer une certaine vertu dans la gestion de la chose publique. Mais non, on fait comme si de rien n'était, on essaie de créer un flou autour des chiffres et de dire que nous subventionnons chaque mois 14 milliards de francs CFA et dans le gaz et aujourd'hui, il faut que les Burkinabés payent. À 75 francs de plus, c'est vraiment, c'est pas de la mer à boire. D'accord, ok. C'est compliqué parce qu'effectivement, tout le monde voit que ça complique la donne en termes de pouvoir d'achat et de vie chère. Les Burkinabés sont pratiquement, je dirais, à bout de souffle. Hein. Les gens tirent la langue. Il faut le reconnaître. Et il faudra que le signal aussi vienne pour que ce genre de décision puisse passer, parce que souvent l'État n'a pas le choix. Il faudra qu'au niveau des pouvoirs publics, à mon avis, il y ait aussi un changement de posture. Les syndicats ont souvent dit « Ah, mais vous nous demandez trop à nous les petits. » Mais vous-même, dirigeants, qu'est-ce que vous faites en tant qu'effort pour réduire votre train de vie, les institutions, les hautes personnalités, la lutte contre la corruption, les détournements, les projets et programmes qui sont là, les sociétés d'État où l'on vit comme des pachas. Mais est-ce que tout ça, ça a été remis à plat aussi? Mais il faudra donc voir ce que tout ça coûte à l'État et aux contribuables. Donc moi, je crois que nos sociétés sont en crise justement parce que les gens voient qu'on leur demande trop, alors que certains se permettent tout. Donc ça, c'est un élément important qu'il faudra travailler à résoudre, surtout après une insurrection telle qu'on l'a vue. Si on n'en arrive pas là, on aura toujours des révoltes, voire des révolutions dans ce pays. Oui, très rapidement. Pour compléter et pour montrer à quel point les gens vivent comme dans une oligarchie au Burkina Faso, on a parlé d'efforts de guerre. Le carburant, on dit non, accompagné, on a surfé sur les sensibilités des populations parce qu'aujourd'hui, la question sécuritaire est sur la table. Mais un ministre, un DG,
Si on s'en tient au prix du carburant comme effort de guerre, quand est-ce qu'il va payer pour l'effort de guerre quand on sait qu'il ne paye jamais de carburant au Burkina? Ils ont des cartes dans leur sac qui tournent avec. Donc en ce moment, il y a un problème. Un ministre me dit, toi, paye le carburant et contribue à l'effort de guerre. Mais lui ne le fait pas. Tout le temps qu'il sera au gouvernement, il ne payera jamais l'effort de guerre. Ça pose problème. Pour moi, qui suis obligé de serrer la ceinture sur la hanche, ma hanche même est en train de se tordre. Et on me dit non, continue parce que, bon, écoute, bon, c'est pour ta sécurité, fais-le. Il y a un problème. Si le gouvernement, au-delà de cette mesure, avait dit, nous épargnons peut-être 100 000 francs ou 200 000 francs sur chaque salaire d'un membre du gouvernement ou à un certain niveau de la gestion du pouvoir pour dire que voilà notre contribution parce que nous ne payons pas le carburant systématiquement, ce sont les cartes que nous utilisons. Mais ce n'est pas le cas. Donc ici... oui, Zungrana voudrait réagir. C'est un peu ce sentiment, vous voyez, c'est autour de la table, c'est un peu ce sentiment du 2 poids 2 mesures que ressentent les Burkinabés qui est un peu... Sinon, bon, il arrive souvent qu'on fasse ces ajustements-là parce que surtout on dit c'est pour soutenir la Sonabi. Nous savons tous que la Sonabi, pendant des années, a été la vache à lait pour beaucoup de choses, sans rentrer dans les détails. Bon, l'effort de guerre, ok, chiche, chacun est d'accord qu'aujourd'hui, bon, mais il faut que ça soit vraiment kiff, quoi, que chacun vraiment contribue. Et quand ce n'est pas le cas, on a un peu ce sentiment qu'on en demande tout. Il y a ça, 75%, il y a 75 francs. Il y a les impôts qui sont là et qui traquent les gens à la culotte. Et tout ça, après, ça donne le sentiment que, bon, vraiment, c'est les petits qui casquent. Et puis les gars, donc tout ça, c'est au gouvernement de rectifier le tir. C'est pas en ayant un comportement adéquat et en faisant une communication aussi appropriée. D'accord. Alors, est-ce qu'il ne faut pas comprendre aussi le gouvernement, Zoubaviel l'a pris tout à l'heure, le cas de la France qui est obligé aussi d'augmenter le prix du carburant. Est-ce que dans cette logique, il ne faut pas comprendre le gouvernement parce que c'est un contexte mondial, les prix sont... le Burkina ne produit pas du pétrole, il achète, si le prix renchérit sur le marché international, il est obligé d'une certaine façon aussi de répercuter ça sur le prix à la pompe. Voilà, je suis d'accord parce que nous sommes tributaires d'une situation internationale. Nous ne produisons pas de carburant ici. Mais nous avons des voies et moyens. Quand même, on n'était pas obligé forcément de passer par la Sonabi pour résoudre un certain nombre de problèmes. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu taxer dans ce pays qui ne touchent pas directement et qui n'impacte pas directement dans le panier de la ménagère. Parce qu'aujourd'hui, le sac de riz, je ne sais pas combien est-ce que ça fait, le prix varie, mais bientôt on va vous parler de 1 000 francs, de 2 000 francs d'augmentation parce que le transport de Lomé à ici a augmenté. Parce que le transport, par exemple, de la Thaïlande à Lomé a augmenté. Et tout ça se répercute en dernier ressort sur la vie du citoyen, qui était déjà difficile et aujourd'hui qui va devenir, peut-être les gens vont passer d'une situation de pauvreté à une situation de misère pour 75 francs. Et pourtant, vous avez des produits de grande consommation. Il y a la cigarette, que même on aurait pu taxer même, je ne sais pas combien, pour essayer de, comme dans les pays européens, pour la lever même, puisque ça pose un problème de santé publique. Il y a la bière, c'est un produit de luxe. Il y a les véhicules qui sont là. Tous ceux qui payent des véhicules, mais c'est à un autre niveau qu'on le fait. Alors, je pense qu'il y avait déjà eu cette augmentation. Le whisky, alors, je ne sais pas quoi. Je ne suis pas la cigarette, pas la boisson. Alors, je pense que les véhicules aussi d'un certain calibre, il y avait eu une loi, en tout cas, qui avait été prise à l'Assemblée nationale pour une augmentation des taxes qui sont imposables sur ces différents produits. On va écouter très très rapidement Juvenal avant donc de changer de sujet. Le problème, ce n'est pas tant l'augmentation que finalement ce sentiment d'injustice dont les populations se sentent, je dirais, victimes, comme on l'a dit autour de cette table. Je vous disais que l'augmentation de 75 francs, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et c'est venu s'ajouter à un certain nombre de griefs qui font qu'aujourd'hui, les Burkinabés, évidemment, sont en train de se poser beaucoup de questions. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a, c'est vrai, Dieudonné le disait, ce 2 poids 2 mesures. On a l'impression que pour certains Burkinabés, l'État-providence, ça n'existe plus. Par contre, on a l'impression que pour d'autres, ça existe toujours. Il y a certains qui continuent de profiter allègrement de l'administration du pays, qui continuent de tirer un peu les marrons du feu, alors que finalement, il y en a d'autres qui n'en peuvent plus, finalement, parce qu'ils sont au bout du rouleau. Donc,
Est-ce que le gouvernement aujourd'hui, depuis 2015 aujourd'hui, peut nous rassurer qu'il a réussi, il a gagné son pari évidemment de cette reconstruction de l'État social? Non. Aujourd'hui, on a évidemment des indicateurs pour un pouvoir de gauche comme celui du MPP. On a des indicateurs aujourd'hui qui montrent clairement que les indicateurs, en tout cas sociaux, ne sont pas bons. Voilà, que vous preniez l'éducation, que vous preniez le pouvoir d'achat, que vous preniez même évidemment le simple fait de manger 3 fois par jour, aujourd'hui, et on vient nous ajouter encore 75 francs d'un coup, finalement, sur le prix du carburant. Comprenez qu'à un moment donné, les gens n'en peuvent plus. Mais trop, c'est trop. Puis, sur les 75 francs, on ne dit pas combien va à la subvention et mensuelle de 14 milliards, combien va à l'effort de guerre. C'est une anarque. Il faut dire, par exemple, voilà 25 francs qui rentrent dans les caisses pour l'effort de guerre, voilà 50 francs qui amortit la subvention. Mais on entretient un flou, on dit effort de guerre et subvention. Combien est-ce qu'à la fin de l'année, on ne pourra pas dire exactement combien a servi pour la subvention, combien... Peut-être que là, ils vont, comme la mesure vient d'être prise, peut-être qu'ils vont après dire les détails. Bon là, peut-être qu'on D'accord, alors on va laisser ces détails et puis voilà, parler de cette autre annonce de la semaine qui n'est pas passée inaperçue. C'est celle en tout cas du mouvement des peuples citoyens qui a annoncé lors d'une conférence de presse, je pense que c'était le mercredi dernier, que l'ancien Premier ministre sous la transition, Yacouba Isaac Zida, va bientôt rentrer au Burkina. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que, il faut accorder du crédit à une telle annonce venant donc d'un mouvement pas très bien connu? Maodo. Il faut d'abord se demander si l'organisation qui a donné cette conférence de presse elle-même est crédible. Oui. Les OSC au Burkina, on les a vus, on a vu comment elles ont fonctionné, comment elles marchent. Moi, je n'ai pas confiance en ce type d'OSC. Je connais des OSC historiques qui ont mené tous les combats sérieux au Burkina et fait avancer ce pays. On les connaît, ils ne parlent pas beaucoup, mais on sait ce qu'ils ont fait pour ce pays. Quant à ce genre de sujet, vraiment, je trouve que c'est presque un non-événement. Parce que si Zida veut rentrer, au contraire, on veut qu'il vienne, donc il n'y a pas de problème, on l'attend. Donc son pays ne veut qu'il vienne. C'est vraiment un non-événement. Quand j'ai écouté ce message, ça m'a rappelé un peu les propos de Nana Thibault aussi, qui à un moment donné nous harcelait avec une entrée probable du président Compaoré, qui nous donnait des rendez-vous de 3 mois, de 6 mois, jusqu'à un moment où on s'est même perdu, on se demandait quand est-ce qu'il va rentrer et il s'est évanoui dans la nature. Alors moi, c'est un peu dans cette logique que j'ai accueilli les propos de Nogo. Et comme Marou le disait, encore faut-il qu'on interroge même la crédibilité de celui qui le dit. Il y a eu cette facilité dans ce pays à créer, à s'arroger un certain leadership au niveau des OSC, au point qu'aujourd'hui, la liberté de parole aidant, la liberté d'expression et de parole aidant, n'importe qui convoque une conférence de presse, il tient n'importe quel, pour peu que ça ne porte pas atteinte à certaines mœurs. Bon, on laisse passer. Je me dis qu'ici, Nogo est dans son droit parce que vous savez qu'il avait été exclu du Mpresca pour des légèretés. Alors, quand vous avez même suivi un peu ses propos avec la bande sonore qui circulait entre sa conversation et Safiatou Lopez, ça donne une idée de la personnalité. Donc pour moi ici, c'est... Alors, est-ce qu'il ne faut pas accorder du crédit aussi à ce genre d'annonce, vu en tout cas les récents événements autour de l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida, la sortie de son livre, je sais non, qui pour je moi, suis, si Zida doit rentrer... couplé donc à cette annonce de son retour, est-ce que ce n'est pas une façon pour l'ancien Premier ministre de communiquer, en tout cas sur... Non, c'est possible, c'est possible. Il peut venir, mais je ne pense pas que ce soit la façon triomphale dont on parle là. Parce que vous avez vu la gouverneure du Canada qui était ici. Je crois savoir que le sujet a été posé avec elle sur le probable retour du Premier ministre. Voilà, on en parle dans certains milieux. Donc pour moi, peut-être que ça peut donner l'impression que bon, c'est un héros, on le célèbre, on veut qu'il vienne de façon héroïque et qu'on l'accueille à l'aéroport. Ça peut donner cette impression-là. Mais je ne pense pas que dans les conditions actuelles du Burkina Faso et au regard de ce qu'il a été et ce qu'il a fait, qu'il puisse être accueilli comme ça. Mais encore une fois, pour moi, Nogo n'a pas cette légitimité, cette crédibilité
pour porter une voix aussi haute, pour porter une question aussi sensible. Alors, on sait que l'ancien Premier ministre aussi a beaucoup travaillé avec les OSC. Est-ce que il ne s'appuie pas donc, sur ces dernières donc, pour peut-être préparer les esprits à son retour au sommet? Que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, et certains sont devenus des spécialistes du buzz, en bien ou en mal, évidemment, et même quand ils sont dans le creux de la vague, évidemment, ils ont tout le loisir d'inventer un certain nombre de choses pour se redonner, évidemment, pour rebondir, tenter de rebondir, évidemment, au devant de l'actualité. Je pense que M. Zida est suffisamment grand, permettez-moi l'expression, s'il veut venir. Est-ce qu'il a besoin, évidemment, de se faire annoncer par M. Nogo ou par... Voilà, pour nous dire qu'il revient. Le Burkina Faso, c'est son pays, jusqu'à preuve du contraire, il est burkinabé. Donc, l'objet de cette annonce, je vois que pour moi, c'est un épiphénomène. Ça nous avance finalement à quoi, cette annonce? Qu'est-ce que ça nous apporte de plus finalement? Après la polémique suscitée par son livre dont vous parliez tout à l'heure, au contraire, je constate que c'est une communication qui est désordonnée, qui part un peu dans tous les sens. J'ai vu un confrère de la place, l'Observateur, si je ne me trompe pas, qui avait demandé à Hervé Ouattara, finalement, si c'était lui qui était le porte-parole attitré de M. Zida, parce que il avait finalement ce don de rebondir à chaque fois qu'on attaquait M. Zida. Je vois que là, Nogo, il a un deuxième porte-parole qui ne dit pas son nom. Bon, je constate que c'est une communication qui va dans tous les sens, mais pour moi, ça n'apporte pas grand-chose au débat politique, ça ne nous fait pas avancer. Au contraire, ça nous fait finalement, ça continue évidemment de susciter une ambiance délétère qui, de mon point de vue, n'apporte pas grand-chose au débat public. Alors, est-ce que c'est votre point de vue, Zoukrana? Bon, je pense que le général Yacouba Isaac Zida Yiz, pour les intimes, il a le droit de revenir au Burkina. C'est un Burkinabé. C'est un Burkinabé, il revient. Bon, s'il doit faire face à la justice, il fait face à la justice. Si la justice l'absout, bon, il reprend. Donc, moi, je ne pense pas que... Mais pour revenir à cette annonce tonitruante, vous savez que Idrissa Nogo, il a d'abord essayé une première fois une conférence de presse qui a avorté, parce que nous avons été invités à cette conférence. Ensuite, je crois, la deuxième fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, bon, ça a eu lieu. Mais bon, vous savez aussi les relations vraiment quasiment incestueuses qu'avait le Zida avec certains OSC. Bon, certains vont jusqu'à même suspecter certains OSC de l'avoir installé là où il était. Ça aussi, c'est un secret de polichinelle. Donc, je crois qu'aujourd'hui, mais effectivement, je rejoins les autres en disant que si Isaac Zida doit revenir, je pense qu'il peut l'annoncer de là où il est. S'il a pu vraiment jeter le gros pavé dans la mare de plusieurs personnalités à travers son livre, il peut aussi annoncer là-bas. C'est très facile. Il a des relais et lui-même, il peut l'annoncer. S'il l'annonce depuis le Canada, c'est sûr qu'il va rentrer. Est-ce qu'il a besoin de ces relais-là? Mais il ne faut pas aussi, je pense qu'il ne faut pas aussi balayer du revers de la main cette sortie-là de Idrissa Nogo. On pense peut-être que, bon, c'est vrai, vu le personnage, bon, on en rit, on dit, bon, c'est vraiment, il ne fait pas ce... Mais il ne faut pas, parce que souvent, c'est ces genres de personnages-là, bon, voilà, ils sortent, ils disent des choses, justement, qui paraissent vraiment rigolos, risibles, mais au fond, effectivement, il y a quelque chose. Voilà, il y a des questions. Donc, je termine. Donc, je pense que, bon, aujourd'hui, mais c'est symptomatique aussi que les OSC aujourd'hui, soit c'est des OSC, beaucoup d'OSC, c'est des OSC mange-mille, c'est des OSC, c'est pas sain. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'OSC qui sont devenus soit des officines politiques ou bien des gens qui en ont fait un fonds de commerce, une rente, pour vraiment survivre. Et ça ce n'est pas à l'heure où... Mais en même temps aussi, j'interpelle aussi souvent, nous, la presse, parce qu'on nous reproche souvent de répercuter n'importe quoi. Quelqu'un qui n'est même pas représentatif, il suffit qu'il adresse une correspondance, on veut une conférence de presse, et nous accourons. Bon, donc tout ça aussi, il faut vraiment revoir. D'accord, oui. Maourou. Ceux qui sont à l'extérieur, personne aucun Burkinabé n'a du plaisir à vivre à l'extérieur. Nous tous qui sommes là, même quand on sort une semaine, déjà,
on sent la nostalgie du pays. Il n'y a pas d'exil doré. Exactement. Pas d'exil Donc, doré. c'est normal. Voilà. Mais moi, je veux qu'ils aient la grandeur d'un monsieur comme Luc Adolphe Tchao, qui a été Premier ministre de Blaise Compaoré, qui, malgré les poursuites qui étaient engagées contre lui, est revenu de lui-même et qui a fait affronter la justice. Donc, sans tambour ni trompette. Mais donc, on n'a pas besoin de faire du tapage si vraiment on veut revenir dans ce pays. D'accord. Je veux juste Oui, ajouter, en 30 secondes. Dieudonné disait tout à l'heure que c'est des mange-mille. Moi, je dirais que c'est des OSC mange-millions. Parce que, bon, quand vous entendez un peu ce qui se passe, je trouve que soyez sûr que tôt ou tard, l'histoire, vous savez, dans ce pays, même vous avez beau rentrer dans un trou, la vérité est divine. Hein, tôt ou tard, tous ces remis maintenant, tous ces micmacs-là, ça va se savoir. D'accord. Alors, en tout cas, ça sera un plaisir pour nous, en tout cas, si tout devenait clair. Voilà, donc pour que nous puissions aussi en parler sur ce plateau, on va parler d'un autre sujet à présent, l'inauguration de l'échangeur du Nord. C'était le 15 novembre dernier. Alors, l'infrastructure a été inaugurée par le président du Faso. Alors, au regard, en tout cas, de son importance, c'est une infrastructure qui était attendue par les Burkinabés au regard des embouteillages et autres accidents, en tout cas, qu'on pouvait observer sur ce passage aujourd'hui, l'ancien pont de Bascuit. Alors, qu'est-ce que vous pensez très rapidement donc, de l'ouverture à la circulation de cet échangeur? Moi, je pense que les Burkinabés nous ont encore édifiés par l'art, évidemment, de la polémique, de créer, susciter une polémique inutile. Beaucoup de tapage autour d'un échangeur. Bon, on a vu des choses, on en a vu beaucoup. On a vu des selfies sur un échangeur, on a vu des gens qui font des vidéos sur un échangeur, on a vu des échanges. Franchement, je trouve qu'on en a fait. On en a fait un peu trop. On a vu une polémique finalement. Qui en a eu l'idée, qui l'a construit, qui l'a inauguré, tout ça pour un échangeur. Bon, c'est vrai que c'est important parce que évidemment ça permet évidemment à une partie de la population évidemment d'arriver évidemment à trouver la parade évidemment face aux incertitudes évidemment de la cycle. Mais je trouve que on en a fait un peu trop. D'accord. Alors on va voir si les autres partagent votre avis. Zubaviel. Alors moi, en plus de ce qu'il a dit, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de l'échangeur, qui a fait quoi, ça, bon, moi je pense que c'est un débat de caniveau, parce que c'est le contribuable burkinabé qui va, en dernier ressort, va payer. Donc la récupération politique. Mais il s'est passé quelque chose qui, à mon sens, a été très grave ce jour-là. Peut-être qu'on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on a trouvé que c'était superflu, mais c'est la sortie du ministre Éric Bougma. Nous sommes dans une société, voilà, c'est une digression, nous sommes dans une société en déperdition, avec des valeurs qui sont peut-être en déliquescence. On appelle tout le monde à revenir à certaines vertus. Et au même moment, vous avez un ministre, un grand commis de l'État, qui s'arrête devant une foule, un peuple, qui dit des contre-vérités, des aberrations. Alors, à quoi vous pensez voilà, par exemple, voilà, je prends l'exemple. Le fait d'avoir dit que c'est en 1989, du temps où l'actuel président Roch-Marc Christian Kaboré était ministre des Transports, qu'il a pensé cet échangeur-là. Et il n'y a personne dans cette société-là pour lui dire, et monsieur le ministre, franchement, on sait que c'est de la politique, mais quand même, on instruit les enfants à ne pas dire des contre-vérités. Si un ministre même peut le dire comme ça, des contre-vérités, et qu'il ne se trouve pas des gens de cette société-là pour l'interpeller, est-ce que c'est l'apologie même du mensonge qui est fait? Et demain, vous allez venir appeler les gens à dire que, bon, voilà, vous êtes dans une certaine dynamique qui n'est pas vertueuse, mais il faut donner l'exemple par le haut. Alors, Maourou Kanazé, ça pose un problème. Qu'est-ce que vous pensez donc de... C'est vrai que ce débat-là n'est pas sain, parce que l'État, c'est la continuité. Et moi, je crois qu'il n'y a pas de polémique autour de ça. Le père des échangeurs au Burkina, c'est Blaise Compaoré. On le veut, on ne le veut pas, c'est cela. Acceptons-le et on continue. Mais il faut aussi qu'on se dise qu'un homme d'État qui arrive au pouvoir doit concevoir des projets de plusieurs années, sur une durée, pas seulement sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Le périphérique qui a été, dont les travaux ont été lancés récemment à coup de milliards, eh ben, si le président actuel est réélu, il pourra l'inaugurer. Mais s'il n'est pas réélu, c'est un autre qui l'inaugurera. Donc l'État, c'est la continuité. Et moi, je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir.
au lieu de ces divisions, de ces querelles qui continuent à entretenir la division au sein des populations inutilement. Oui, je vais d'abord maintenir quand même à la fiche signalétique quand même de l'échangeur parce que tout le monde, voilà. Je retiens qu'il y a quand même c'est 10,5 km de caniveau, 877 mètres de dalor, 12,5 km de voirie piétonne, 22 km de voirie revêtue, 1200 personnes ont travaillé pendant 6 millions d'heures et ça fait 70 milliards d'investis. Et c'est vraiment l'exemple type même du PPP. Je crois que c'est un PPP. C'est ça. Voilà. Donc, bon, je pense que l'entreprise Sogea Satom, et puis l'entreprise, on ne parle pas aussi de cette entreprise d'ingénierie des ponts et chaussées AGM, oui, qui a conçu ça avec M. Hervé Ouedraogo. Oui. Voilà, parce que généralement, on ne parle pas assez de ça. Donc, ça, quand même, c'est vraiment, il faut quand même s'enorgueillir. Nous, on a titré vendredi quand même que c'est la fin de l'AVC circulatoire pour les quartiers Kilouin, Tampuy, Toudoubogo et Cambouinsin. Parce que vous vous rendez compte que ça fait pour chaque véhicule 200 litres de carburant économisé par an. Bon, ça, ce n'est pas rien. Maintenant, quant à la politique, c'est vrai que le ministre Éric Bougouma n'était pas obligé de dire ça. Parce qu'effectivement, l'État, c'est une continuité. Et bon, je trouve d'ailleurs que souvent les Burkinabés aiment les débats inutiles. Chaque fois, on dit non, effectivement, que cet échangeur, ça a été conçu sous Blaise. Effectivement, ça a été... mais c'est quoi? L'État, c'est une continuité. De même que le même Blaise Compaoré, il a hérité des acquis de la Révolution. Si vous prenez, par exemple, même nos caisses, les caisses de l'État, quand Blaise arrivait en 87, mais nos caisses étaient sur liquide. C'est dû à quoi? C'est dû à Thomas Sankara, qui a fait une sorte d'auto-ajustement. Il y a un ouvrage même je ne sais pas, les plus jeunes, ils n'ont pas connu, Pascal Zagré, qui a été le directeur du sommet France-Afrique, qui est décédé. Il a écrit un livre que je recommande à la génération, la Haute Volta, une tradition d'auto-ajustement. C'est-à-dire que quand Sankara est venu, avant même les passes et autres, il a contraint le Burkina à faire de l'auto-ajustement. Et Blaise est venu trouver les caisses de l'État pleines, et les épis et autres, donc il a continué avec ça. C'est Sankara qui a mis le Burkina Faso sur orbite, mais c'est Blaise qui l'a construit. Et Roch aussi est venu trouver des chantiers. Donc, je pense que souvent, il faut quitter dans ça et puis vraiment positiver et puis laisser la politique politicienne là de côté. D'accord. Alors, voilà. Juste 30 secondes. Oui, en 30 secondes. Non, je pense qu'on se comprend. Hein. Oui. On se comprend sur l'essentiel. L'État, c'est une continuité. Ce qui a été conçu sous Blaise Compaoré a été réalisé, lancé sous la transition, inauguré sous l'ère Roch Marc Christian Kaboré au profit des populations burkinabées, c'est l'essentiel, c'est le contribuable qui paye. De même que peut-être l'échangeur de Bobo Dioulasso, qui peut-être sera un jour inauguré par un autre pouvoir, mais qui entre dans le cadre, par exemple, du PNDS, du président Roch Marc Christian Kaboré. Ça, je pense que l'État, c'est une continuité, on le comprend. Mais il faut qu'à un moment donné, nous aussi, on se regarde dans un miroir et de dire que la politique ne doit pas être ce qu'on a toujours connu au Burkina Faso. C'est-à-dire qu'on ne doit plus tolérer ces contre-vérités flagrantes et en rire, comme quoi c'est de la politique. Mais les enfants s'en inspirent, ils suivent la télévision. Et aujourd'hui, quand vous voyez aujourd'hui la toile là, c'est aujourd'hui une sorte de raillerie. Et tout le monde a l'impression que mentir au Burkina Faso, c'est devenu comme quelque chose, c'est un fait banal. Moi, je ne dirais même pas que, bon, je ne pense pas que ça soit vrai ou faux. Je dis, il n'était pas obligé de lire. Mais je pense que, bon, quelque part, le même ministre, je l'ai remarqué, bon, il est un peu coutumier du fait qu'à certaines occasions, il profite aussi pour cravacher l'opposition. Ça, c'est vraiment un peu, bon, maintenant, je ne pense pas. Voilà, bon, ça, il se revêt de sa carapace politique pour un peu aussi dire, voilà, on nous critique, on ne fait rien, voilà, c'est des acquis. Bon, mais est-ce que souvent, il est obligé de le faire? Bon, les politiciens, souvent, hein, il faut faire avec. Oui, en quelques... Moi, au-delà de cette polémique, c'est pourquoi je trouve qu'on n'avance pas. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu ce qu'on appelle développement au Burkina Faso, c'est quoi? Tout est concentré à Ouagadougou. On met tout là-dedans, on met des échangeurs. On était 2 millions, on dit on va vers 3 millions. Qu'est-ce qui est fait pour les autres villes de l'intérieur? Rien. Voilà un débat qui, à mon avis, peut nous profiter. Mais plutôt que de rester finalement dans le qui l'a construit, comme disait... Mais l'État, c'est une continuité. Le chef de l'État qui est là aujourd'hui, avant lui, il y a eu évidemment d'autres chefs d'État. Donc, pensons plutôt à comment d'autres villes de l'intérieur peuvent être, profiter elles aussi
évidemment de certaines qualités aussi, infrastructurelles, au lieu de rester dans des polémiques que je trouve contre-productives parce que bon, ça ne nous fait pas avancer. D'accord. Alors, on va parler donc de la République démocratique du Congo. Alors, l'accord trouvé entre les opposants pour présenter une candidature unique de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre 2018 n'a tenu que 24 heures. Les deux ténors de l'opposition, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, se sont retirés de l'accord. Une volte-face qu'ils expliquent par la pression de leur base. Alors, est-ce que ce sont des arguments qui vous ont convaincu, Maourou? Non, moi je crois que c'est emblématique, symptomatique d'un pays où l'ensemble de la classe politique, opposition comme majorité, n'est pas à la hauteur des enjeux. Et voilà un pays qui aurait pu être vraiment la locomotive, non seulement de cet espace sous-régional, mais même l'Afrique, mais qui aujourd'hui n'est l'ombre que de lui-même, tout simplement à cause de sa classe politique, pas autre chose. Et donc, moi, je ne rentre pas dans les détails. Je dis l'opposition avait l'occasion de montrer qu'elle est responsable, qu'elle est à l'écoute des populations, mais je vois que plutôt chacun défend sa petite chapelle et donc ses petits intérêts. Donc, on ne s'en sortira pas et Kabila continuera de diriger ce pays avec la main de fer que l'on sait. C'est vraiment ce que je note. Alors, des questions se posent aussi. Des gens se demandent, est-ce que Martin Fayoulou était vraiment le candidat qu'il fallait, en tout cas, pour conduire toute l'opposition à cette élection face au candidat donc, du pouvoir en place? Non, pour moi, ça ne suscite pas de débat. À partir du moment où vous partez autour d'une table, c'est sûr que tout le monde, tous ceux qui étaient là, chacun en soi pouvait être désigné comme candidat et représentant de l'opposition. Mais moi, ce que je remarque et qui ne m'étonne pas, c'est que Félix Tshisekedi marche dans les pas de son père. Son père n'a pas été plus vertueux que lui. Quand, à un moment donné de l'histoire de ce pays où tous les Congolais, frustrés par la mauvaise gouvernance, avaient tenté de trouver une seconde voie en la rébellion de Kabila, lui allait s'allier à Mobutu dans ces dernières heures. Donc je pense qu'ici, lui, il est dans son rôle. Vital Kamerhe aussi, c'est quelqu'un qui a soupé à un moment donné. Donc tout est mis en œuvre. Aujourd'hui, je dirais que Kabila, avec son super dauphin, ils gagneront haut les mains les élections, non pas parce qu'ils sont super forts, c'est vrai qu'ils ont la machine à voter, je pense, non, avec eux comme atout, mais ce serait plutôt parce que l'opposition est trop faible. Parce qu'aujourd'hui, c'est une opposition émiettée. Vous avez Fayoulou qui est de son côté, qui va bénéficier du soutien de Bemba et de l'autre, de Katumbi. Oui. Et vous avez Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe qui sont des poids lourds, qui ont les moyens. Et vous allez avoir une opposition émiettée et à la fin, les propriétaires de la machine à voter vont avoir la chose haut les mains. D'accord, oui, Sommet. Je pense que l'opposition congolaise ne se rend pas service à elle-même. Elle ne rend pas service non plus à la démocratie et elle ne rend pas service aux Congolais parce que ces leaders, évidemment, ne font pas preuve d'une hauteur, évidemment, de vue. Quand vous regardez, je dirais, l'amateurisme, la légèreté avec laquelle M. Tshisekedi et M. Vital Kamerhe font volte-face à tel point même de frustrer la fondation Kofi Annan qui a évidemment organisé, oui. Voilà, donc c'est à la limite désolant et ça montre évidemment que cette opposition elle travaille d'abord et avant tout pour en tout cas ses opposants travaillent plutôt pour leurs propres intérêts que pour les intérêts de la population. Puisque le principe finalement c'est quoi? Je vais aux négociations à condition que ce soit moi qui en sorte finalement le vainqueur ou qui soit désigné. Est-ce qu'on peut avancer sur telle base? Alors on a 2 minutes pour terminer. Le mot de fin donc de donner que avant qu'il n'y ait cet accord le 11 novembre à Genève, il y a eu plusieurs réunions à Jean-Val dans la banlieue bruxelloise. Et si vous avez vu que les gens comme des poids lourds comme Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi ont accepté quand même que Martin Fayoulou soit, qui est le plus petit, soit, c'est pas rien. Ça veut dire quand même, bon, ils pensaient avoir une stratégie. Mais c'était sans compter avec cette maladie infantile qui mine nos oppositions. Et ça me rappelle un peu le médiateur togolais Edem Kodjo qui disait des opposants congolais, là, justement, que les gens ne le connaissent pas. En fait, c'est des gens qui insultent Kabila le jour et la nuit, ils rampent pour aller prendre des sacoches d'argent. Bon, et là, ça ne peut pas aller.
D'accord. Alors, ça va être le mot de fin de cette émission. Merci en tout cas à tous pour vos différentes analyses et contributions. Merci à vous également qui nous avez suivis. Et je rappelle très rapidement que j'étais sur le plateau avec Juvenal Sommet de infowakat.net, Zoubaviel David Dabiré de la télévision du Burkina. J'étais également avec Maourou Kanajoué, journaliste indépendant, et Dieudonné Zungrana de Aujourd'hui au Faso. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes. Le journal de 13h vous sera présenté tout à l'heure avec Marguerite Douaniou.